Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui j'ai enfin le plaisir de vous montrer ce petit projet sur lequel je bosse depuis quelques semaines. Vous avez vu le titre, j'ai créé un jeu sur Nintendo Switch. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire ça et comment vous pouvez le faire aussi. Ah et au passage, si vous souhaitez tester le jeu final, j'ai mis le lien du GitHub en description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Alors si vous me suivez, vous savez que j'adore bidouiller ma Switch. De manière générale, j'aime tout ce qui touche à l'informatique. J'ai un master là-dedans, je suis développeur de métier, je pense qu'on peut dire que j'aime plutôt bien ça. J'ai déjà développé quelques outils assez utiles autour de la Switch, que ce soit pour des projets perso ou publics. Je peux par exemple citer mon bot Discord qui vous fournit des liens de jeux Switch ou qui crée automatiquement un pack pour le hack de votre console à chaque nouvelle mise à jour. Je me suis dit que ce serait sympa de créer un jeu sur la Switch et que ça ferait un bon sujet de vidéo. Donc j'ai commencé à me renseigner. Il faut savoir que pour créer un jeu Switch, normalement, il faut faire partie d'un studio de développeurs et faire une demande directement à Nintendo. En gros, vous leur demandez l'autorisation de créer des jeux sur leur console. S'ils acceptent, tout va bien, ils vous envoient un kit de développement et vous pouvez commencer à travailler dessus. Et s'ils refusent, eh bien vous avez que vos yeux pour pleurer. Vous commencez à me cerner, je fais absolument rien dans les règles, donc au lieu de passer par ce chemin pour créer un jeu, je me suis dit que j'allais développer mon jeu sous la forme d'un homebrew. Alors pour ceux d'entre vous qui sont pas dans le milieu du hack Switch, pour faire simple, un homebrew c'est une application que vous pouvez lancer sur une console hackée ou sur un émulateur. Il en existe des tas avec des buts bien précis, mais c'est pas le sujet ici. L'avantage des homebrew, c'est que vous avez besoin de l'autorisation de personne pour en faire. Vous pouvez allumer votre PC et commencer à en coder un tout de suite si vous le voulez. Donc c'était parfait pour moi. Sur Switch, les homebrew peuvent être codés en C ou en C++. Mais bon, ici, on tient à sa santé mentale, donc les homebrew peuvent être codés uniquement en C++. Alors il faut savoir qu'avant cette vidéo, la dernière fois que j'ai codé un truc en C++, c'était pendant ma licence pour un projet qui utilisait OpenGL. Et ça ressemblait à ça. Donc j'espère m'être amélioré un peu en design depuis, sinon ça va pas être fameux. Ensuite, il a fallu trouver une idée de jeu à coder. Je voulais un truc simple avec pas mal de rejouabilité. Donc j'ai commencé à réfléchir à des jeux de type arcade ou mini-jeux, orientés Nintendo si possible. La solution était toute trouvée, j'allais faire un jeu basé sur les Game & Watch. Les Game & Watch étaient les tout premiers jeux portables de Nintendo, et ils en ont sorti une tonne, donc j'avais l'embarras du choix. Je voulais de préférence des jeux faciles à implémenter, parce que bon, j'ai pas que ça à faire de mes journées non plus, et je voulais sortir cette vidéo avant 2022. J'ai donc sélectionné 2 jeux. Le premier sera Flagman, un genre de Simon où il faut répéter une combinaison de touches. Et le second sera Ball, le tout premier jeu Game & Watch créé par Nintendo. J'ai trouvé que ça ferait un bel hommage à la licence. Et bon, c'est aussi parce que j'ai claqué 40 balles là-dedans comme un gros pigeon. Donc fallait bien que ça me serve à quelque chose. D'ailleurs, je compte sur vous pour regarder un max de pubs sur cette vidéo pour m'aider à le rentabiliser. Du coup, j'ai l'idée du jeu en tête, ce sera une compilation de jeux Game & Watch. Il n'y a plus qu'à coder tout ça. Il y a quelques guides pour installer un environnement de développement pour coder des homebrew qui m'ont été très utiles. J'ai réussi à faire un Hello World très rapidement et sans problème. Mais comme vous le voyez, on est encore très loin d'un jeu fonctionnel là. La première chose dont j'ai dû m'occuper, c'était de trouver comment faire pour afficher des images dans mon homebrew. Parce qu'un jeu qui utilise juste du texte, c'est marrant 5 minutes, mais c'est pas exactement ce que je veux faire. J'ai regardé les exemples que j'ai pu trouver sur internet et j'ai vite vu que j'avais le choix entre 2 options. Soit j'utilisais OpenGL pour les graphismes, parce que oui, on peut faire de la 2D avec OpenGL. En plus, je connais déjà un peu le fonctionnement du truc, donc ça a l'air parfait pour moi. Soit j'utilise une librairie qui s'appelle SDL2, et là j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais apparemment ça fait bien le taf aussi. Du coup, étant donné que la dernière fois que j'ai touché à OpenGL, ça a donné naissance à ce monstre, je me suis tourné vers SDL2. Comme ça, j'apprendrai des nouveaux trucs, et ça a l'air quand même un peu plus pratique à utiliser pour ce que je veux en faire. Pour commencer, l'objectif c'est de faire un petit menu très simplifié avec juste 2 options que je peux parcourir avec les flèches de la croix directionnelle. Ça paraît tout con dit comme ça, et ça l'est, mais l'avantage d'avoir des petits objectifs comme ça pour commencer, c'est que ça permet de voir tout un tas de trucs très utiles en même temps. Déjà, pour faire apparaître le fond du menu, je vais apprendre à afficher des images. Ensuite, pour faire apparaître les 2 options du menu, je vais devoir apprendre à afficher du texte à l'écran. Et pour finir, pour naviguer entre les 2 options, je vais apprendre à lire les touches des manettes via le code. J'ai réussi à faire ça sans souci, et comme je l'espérais, ça m'a permis de voir les grosses bases pour implémenter la suite du jeu. Et attention les yeux, voici le tout premier aperçu de ce qui va devenir mon jeu, la base d'absolument tout le reste, la première brique de ce projet,
Alors oui, je suis au courant que c'est extrêmement moche, et vous avez pas encore vu le pire. Tout va rester très moche jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis du genre à m'occuper de l'aspect graphisme tout en dernier, quand le jeu est déjà codé. Ça me permet de pas perdre de temps entre les étapes. Donc soyez pas étonnés, vous aurez le résultat final seulement à la fin de la vidéo. Donc là maintenant, j'ai mes deux options qui représentent les deux jeux qui seront disponibles dans le Homebrew, et maintenant, il faut commencer à coder les jeux en eux-mêmes. J'ai décidé de commencer par Flagman parce que c'est celui qui me paraissait le plus simple à implémenter. Du coup, je l'ai dit vite fait tout à l'heure, mais en gros, Flagman c'est un genre de jeu du Simon. Il y a un gugus au milieu qui vous dit sur quelle touche appuyer, et vous devez répéter la combinaison de touches sans prendre trop de temps et sans vous tromper. La première étape, c'est de faire le moteur du jeu. Alors je mets ça entre grosses guillemets parce qu'évidemment c'est pas du tout un vrai moteur de jeu. Ce que j'entends par là, c'est faire en sorte d'avoir tous les éléments de base fonctionnels du jeu pour pouvoir implémenter le gameplay plus tard sans souci. Donc pour Flagman, on a besoin de 4 états qui représentent les boutons sur lesquels on va devoir appuyer. On a aussi besoin d'un système de timer et d'un système de vie pour dire qu'au bout de 3 erreurs, le joueur a perdu. Voilà ce que j'ai obtenu après avoir implémenté ça. Vous pouvez voir le nombre de vies en haut à droite, le timer en vert sur la gauche, et au centre, le bouton sur lequel j'appuie. Maintenant, il ne reste plus qu'à coder le gameplay en lui-même. Donc le jeu sera décomposé en deux phases. Une phase qui nous dit les boutons sur lesquels on doit appuyer, et une autre phase pendant laquelle on doit appuyer sur ces boutons dans le bon ordre sans se tromper. Une fois mis en place, ça donne ça. Donc les détails comme la vie et le temps sont masqués pendant que le jeu nous dit quoi faire, et ensuite ils sont affichés quand c'est notre tour. Et si on se trompe trop de fois, c'est game over et on revient au menu principal. Le plus gros du travail est terminé pour Flagman. Il restera plus qu'à rendre tout ça joli, ajuster la difficulté, et ajouter un écran d'introduction et de game over pour rendre la transition entre les menus un peu moins brutale. Maintenant, on peut s'attaquer à Ball. Le principe de Ball, c'est de jongler avec des balles qui vont de plus en plus vite sans jamais les faire tomber. Ici, il n'y a pas de système de vie ni de timer, si la balle tombe, c'est game over direct. Comme pour Flagman, je commence par créer le moteur de jeu. Donc j'ai décidé qu'il y aurait deux balles. Une des balles a un parcours de 10 positions différentes, et une autre en a 12. Concernant le bonhomme du milieu que j'appelle Ballman, il a 3 positions différentes, gauche, milieu ou droite. J'ai décidé de pas m'embêter avec la position des balles tout de suite. Je les ai placées sur une ligne droite pour mes tests, et je leur donnerai leur vraie position au moment de m'occuper de l'apparence du jeu. Du coup, une fois le moteur implémenté, on a notre Ballman qui peut changer de position en utilisant la croix directionnelle, et nos balles font des allers-retours infinis le long de leur chemin. Il n'y a plus qu'à faire le gameplay pour faire en sorte de pouvoir jouer. Le gros du travail est déjà fait. Il y a juste à ajouter une condition pour vérifier la position de notre Ballman quand une des deux balles arrive au bout de son parcours, et si le Ballman est bien positionné, alors la balle repart dans l'autre sens. Et sinon, c'est game over. J'ai aussi ajouté un système de délai pour pouvoir accélérer la vitesse des balles au fur et à mesure du jeu, mais là aussi, j'ajusterai ça plus tard quand je ferai les finitions. Franchement, on n'y voit que du feu. Je suis bien content d'avoir claqué 40 balles là-dedans pour en faire une réplique parfaite. C'est absolument faux. La prochaine étape, c'est de créer un système de leaderboard, car c'est bien beau de jouer et de faire des bons scores, mais s'ils sont pas sauvegardés, ça sert un peu à rien. Le leaderboard sera accessible directement depuis le menu principal en appuyant sur le bouton moins. La principale problématique avec le leaderboard, c'est qu'il faut que les scores soient sauvegardés entre chaque partie et entre chaque session de jeu. Faudrait pas que toutes vos données soient effacées quand vous quittez le Homebrew. Ça servirait pas à grand chose sinon. Pour sauvegarder des données quand on développe un logiciel, un jeu, une appli ou quoi que ce soit, bien souvent, la solution c'est d'écrire ces données dans un fichier externe à l'application. Donc c'est ce que j'ai fait pour les scores. J'ai un fichier JSON qui va sauvegarder tous les scores que vous avez fait dans les différents jeux. Quand j'ai fini une partie, je vais rajouter mon score dans ce fichier-là, et quand j'affiche le leaderboard, eh bien je vais lire ce fichier pour afficher les scores à l'écran. Sauf que du coup, si je m'arrête là, il y a un petit souci. Il n'y a absolument rien qui empêche un joueur d'ouvrir le fichier avec un éditeur de texte et de se mettre un score de 10 millions de points. Pour éviter ça, il faut chiffrer les données sauvegardées pour que ce soit plus compliqué de les modifier comme on le souhaite. Alors il existe tout un tas de systèmes de chiffrement très sécurisés comme l'AES, peut-être que ce nom vous dit quelque chose, mais pour mon cas, j'ai pas besoin d'un truc très robuste. En soi, je m'en fiche complètement que mon système de chiffrement soit craqué, et au contraire, je trouve ça plutôt cool si des mecs arrivent à craquer mon système de sauvegarde. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour le mettre en place. Je combine deux méthodes pour modifier mes données et les rendre illisibles à un être humain. Pour commencer, je convertis la valeur du score en base 64. Ici, rien de compliqué. Un simple décodeur suffit à retrouver la valeur d'origine. Mais je m'arrête pas là. J'utilise ensuite le chiffrement de Visionnaire pour encoder la valeur obtenue à l'étape d'avant. Alors je vais pas vous faire un cours de cryptographie, ça mériterait sa propre vidéo, mais en gros, le chiffrement de Visionnaire fonctionne grâce à une clé.
Par exemple, la clé Sblerki. Et avec cette clé, on utilise une table de chiffrement pour coder le message que l'on veut. Comme ça, seules les personnes, ou ici en l'occurrence le programme qui a la clé, peut décoder les données encodées. Enfin ça, c'est en théorie. Cette méthode date d'il y a plusieurs siècles, et on a trouvé un moyen de la craquer en 1863. Donc elle n'offre plus aucune sécurité aujourd'hui. Un mec qui veut vraiment craquer mon système de sauvegarde y arrivera sans souci, et j'espère qu'il appréciera la clé que j'ai choisie. Une fois ce système de leaderboard terminé, eh bien 90% du homebrew est fini. Il ne reste plus qu'à le rendre tout beau et à faire les dernières finitions. Alors je suis une quiche en graphisme, donc j'ai fait de mon mieux pour rendre le truc pas trop dégueu en utilisant des sprites que j'ai trouvés à droite à gauche. Pour le leaderboard et le menu principal, je suis resté sur le même thème. Ils ont la même image de fond et à peu près la même présentation. En ce qui concerne les deux jeux, j'ai trouvé des sprites d'une compilation de Game & Watch qui serait apparemment sortie sur Game Boy. Je sais pas trop d'où ça peut venir, mais j'ai trouvé qu'il rendait plutôt bien. J'ai juste eu à l'adapter au format 16/9, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais perso je trouve que ça colle assez bien avec le thème. J'en ai aussi profité pour ajouter des musiques et des effets sonores au jeu. Si vous avez les rêves de toutes les musiques des jeux et du menu, GG, vous avez une très bonne culture vidéoludique. Ensuite, il me reste plus qu'à ajuster la difficulté des deux jeux en modifiant les différents timers, et j'en ai aussi profité pour faire quelques petites améliorations au niveau du gameplay. Et c'est tout bon, mon jeu est terminé. Alors dit comme ça paraît super simple, mais j'ai quand même rencontré quelques soucis pendant le développement. Par exemple, à un moment, quand je jouais à Ball, au bout d'un certain score, l'écran se frisait sans raison apparente. Et j'avais aucune erreur visible dans les logs. Et le pire, c'est que le score auquel ça se frisait avait l'air d'être totalement aléatoire. Mais la plupart du temps, c'était au-delà de 80. Donc quand vous avez une erreur comme ça qui a l'air d'avoir un comportement assez aléatoire alors que vous avez pas mis d'aléatoire du tout dans votre programme, bien souvent, c'est dû à une erreur dans la gestion de la mémoire. Et ça a pas loupé. Ça venait du fait que je recréais la texture du score à chaque frame, au lieu de la recréer seulement quand le score évoluait. Au bout d'un moment, ça surchargeait un buffer et l'affichage ne se faisait plus. Mais j'ai galéré avant d'arriver à cette conclusion. Déjà, j'avais aucun log pour m'aiguiller, et en plus, c'est pas le genre d'erreur qui se reproduisait vite. Donc à chaque fois, je perdais pas mal de temps pour tester mes hypothèses. Mis à part ce petit pépin, j'ai adoré faire ce jeu et cette vidéo, même si ça demande beaucoup plus de travail que mes vidéos d'habitude. Et j'espère que vous l'avez apprécié aussi. Si vous voulez tester mon jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous suffit de cliquer sur le lien du GitHub en description. Ensuite, vous prenez le NRO du jeu, et vous pouvez le lancer soit avec une Switch hackée, soit avec un émulateur de Switch. Tant que vous êtes sur le GitHub, si vous avez un compte, ce serait super sympa de votre part si vous me laissiez une étoile sur le repo du jeu. Ça fait toujours joli sur un CV d'avoir un repo avec quelques étoiles. Si jamais vous rencontrez des bugs, n'hésitez surtout pas à me les signaler, je les corrigerai si j'ai le temps et je publierai une mise à jour. Si vous voulez vous lancer vous-même dans la création de Homebrew, je vais vous mettre quelques liens utiles en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser sur mon serveur Discord. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Faut bien m'aider à rentabiliser ce truc-là. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.